Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Écoutez, les histoires de... l'histoire... Citadaya. Racine de Ciel. Citadaya. Merci Michel. Bonsoir à tous. Charles Dantzig, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons commencer comme d'usage par quelques éléments biographiques. Écrivain et éditeur, vous dirigez de plus chez Grasset 2 collections, les Cahiers rouges et Le Courage, ainsi que la revue éponyme. Votre œuvre, originale et multiple, embrasse à la fois le roman, la poésie et l'essai. On vous doit également plusieurs traductions de livres d'Oscar Wilde ou de Francis Scott Fitzgerald. En 2005, votre dictionnaire égoïste de la littérature française, publié chez Grasset, est un véritable phénomène de librairie et remporte la bagatelle de 5 prix littéraires. En 2019, le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale qui lui fait suite élargit la perspective avec le même succès public et critique. Votre œuvre, traduite en 10 langues, a été récompensée par de nombreux prix. Je pourrais presque dire par une théorie de prix, parmi lesquels notamment le prix Paul Verlaine, le prix de l'essai de l'Académie française, le grand prix Paul Morand ou encore le grand prix Jean Giono. Vous publiez aujourd'hui, toujours chez Grasset, un nouvel essai intitulé Théorie de théorie. Brillant, virtuose, jubilatoire, cet ordonnancement thématique que vous présentez comme une boîte à outils est aussi, nous le verrons dans le courant de cette discussion, votre livre le plus intime. Alors, tout d'abord, une première question pour éclairer notre public sur l'esprit de ce livre. Comment faut-il entendre ici, dans le titre comme dans le texte, le sens ou l'essence du mot théorie ? Oui, en effet, vous avez raison, car je me suis rendu compte que tout le monde ne connaissait pas le double sens du mot théorie en français, qui est d'ailleurs un double sens dans bien des langues, en italien, en anglais, en allemand et dans un nombre considérable de langues. Une théorie, je crois que tout le monde sait que c'est une proposition générale sur un sujet particulier, mais c'est aussi, ça a aussi le sens d'une succession de choses à la file. Par exemple, si je dis il y avait une théorie de voitures place du Diamant, ça veut dire qu'il y avait une suite de voitures les unes derrière les autres. D'où le titre qui veut dire qu'il y a une succession de théories, tout simplement. Alors vous écrivez en introduction, les théories permettent de se libérer de cette terroriste idée du vrai. Il y a un idéal que l'on vise, c'est différent. Idéal que vous décrivez comme une sorte de tension. Alors qu'est-ce à dire? Et est-ce fondamentalement différent de tout processus créatif qui a finalement qui a vocation aussi à se libérer de cette dictature du vrai? Oui, je crois que c'est une chose importante pour moi, qui n'est pas si répandue non plus. C'est que moi, je ne crois pas qu'un artiste, quelle que soit la forme d'art qu'il utilise, que ce soit un écrivain, un peintre, un musicien ou un cinéaste ou qui vous voudrez, n'a pas pour objectif la vérité. Et en général, d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup les écrivains, pour en rester à ce que je fais, qui se prévalent de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que leur vérité, peut-être? Mais je ne suis pas loin de penser que c'est une notion de chantage. Vous comprenez, quand vous arrivez et que vous dites « voici la vérité, nous allons élaborer à partir de ça », vous êtes dans une position de supériorité qui fait que vous détenez la vérité et que les autres sont dans la fausseté et que vous êtes mieux que les autres. Donc je n'y crois pas par-dessus le marché. La vérité est une notion d'ordre éthique qui n'a rien à voir avec l'esthétique. Il est bien indifférent de savoir si... Puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire si vous l'appliquez à autre chose? Il peut y avoir une confusion dans la littérature, parce que la littérature sont des mots qui manipulent ou qui montrent des idées. Et les gens croient souvent que la littérature est de l'ordre enfin, les gens croient souvent, non. Enfin, les gens qui ont une notion un peu étriquée de la littérature croient qu'elle est de l'ordre oratoire et que c'est un discours avec du papier ruban doré autour. C'est-à-dire que c'est un discours mieux dit. Mais si on sort de ce domaine-là, où il peut y avoir une confusion avec l'idée de vérité plus facile, qu'est-ce que ça veut dire
Caravage et la vérité, qu'est-ce que ça veut dire Steve Reich et la vérité, qu'est-ce que ça veut dire on comprend mieux avec les autres arts que ce sont des notions antinomiques et qui n'ont rien à voir. Donc, moi je propose dans ce livre des théories qui sont donc exactement ce qu'elles sont, c'est-à-dire des propositions. Une théorie, c'est une proposition. Ce que je propose sur telle ou telle théorie du désir, de l'amour, de la mort, enfin la centaine de théories qui se trouvent dans mon livre sont simplement des propositions sur ce que je pense d'une manière générale sur ces sujets particuliers, et on en fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça que vous avez évoqué le mot, que je pense que ce livre est vraiment une boîte à outils, quoi. On prend les outils qu'on veut pour raisonner à partir de ce que je dis. Mais en aucun cas, je ne pense que c'est de l'ordre de la vérité. Alors effectivement, les théories proposées ici sont d'ordre très divers et leur construction ne procède pas nécessairement d'une réflexion abstraite. Bien au contraire, elles sont fondées sur des observations, des faits historiques, des citations d'auteurs, des images et des sensations aussi. Se sont-elles imposées à vous? Les avez-vous choisies? Comment le processus s'est-il mis en place? Le processus s'est mis en place par une idée de forme. Comme d'ailleurs tous mes livres. Mes livres se mettent en place à partir d'une idée qui n'est pas une idée de démonstration, mais une idée de forme. Donc en réalité, au départ, beaucoup de gens me disaient « Vous publiez depuis assez longtemps, vous êtes une personne secrète, on ne vous connaît pas, etc. Vous devriez... parce que dans mes interviews, je parle assez peu de moi et vous devriez parler de vous. » Et j'ai commencé à écrire une autobiographie avec déjà un fort sentiment du ridicule parce que rien ne me paraît plus grotesque que des mémoires. Je suis né le premier mot du livre est en jeu et ensuite on voit bien le monde tournant autour de cette personne qui se croit essentielle. Donc déjà j'avais une espèce de réticence à ce genre de livre. Et puis j'ai néanmoins continué quelques dizaines de pages et en fait il se trouve que mon malheur a été mon bonheur littérairement, c'est que j'ai eu une enfance et une adolescence excessivement pénible, accablée de malheurs, de tragédies, de morts dans ma famille, de maladies, etc., etc. Et je me voyais raconter ça, et au bout d'une trentaine de pages, je me disais que j'avais l'air de quémander la pitié des gens, bien malgré moi. Or, je ne suis pas Christine Angot, ce n'est pas parce qu'on m'a donné une gifle que je pense que j'ai du génie. Et j'ai donc trouvé que c'était pas bien, que ça avait un air bien malgré moi génial, et donc j'ai rejeté ça et je me suis dit qu'il fallait essayer de raconter certaines parties biographiques d'une autre façon. Et petit à petit m'est venue cette idée des théories et d'arrangements par thème. Et c'est comme ça que, éjectant l'autobiographie, je suis passé à la théorie, et vous avez raison de remarquer que le mot théorie a l'air abstrait, mais qu'il en reste bien des parties sensibles. Il faut pas, ne croyez pas que mon livre est le traité d'esthétique de Hegel ou oui. Qui est d'ailleurs un livre admirable, qui est très fascinant. Voilà une forme. Hegel est intéressant par ce qu'il dit dans son traité d'esthétique, mais aussi par sa forme. Et quand on voit Hegel, on comprend Guillaume II. C'est-à-dire, ça marche au pas, c'est droit. Les chars d'assaut sont déjà préparés dans Hegel. Alors, nonobstant cette éjection de l'autobiographie dont vous venez de parler, vous avez dit que ce livre était votre livre le plus intime. Il brosse en effet un véritable portrait de vous, de vos goûts, de vos plaisirs, mais aussi de vos douleurs. Vous y évoquez librement vos blessures d'enfance, votre homosexualité également. Fallait-il mettre autant d'intimité à l'appui de ces théories de théories? Et je dirais que ce livre introduit une véritable proximité extrêmement touchante avec le lecteur. Il vous humanise véritablement. Il est très loin de l'image que l'on peut parfois avoir de vous, de votre érudition, de cette distance que l'on peut imaginer que vous prenez avec un certain nombre de choses et de personnes. Alors cette intimité, justement.
Il y a dans ce livre une théorie des réputations et je crois, et je crois que toute réputation est fausse, les bonnes comme les mauvaises. Les bonnes sont en général encore plus fausses que les mauvaises. Moi, quand on me dit des horreurs sans discontinuer sur une personne, je me dis tiens, elle doit être bien intéressante et souvent c'est vrai, enfin je ne parle pas des personnages historiques comme Gengis Khan ou Hitler, mais des gens qu'on connaît. Et quand on en dit beaucoup de mal, ça recèle souvent beaucoup d'envie de la part de ceux qui le disent. Et en général, les gens dont on dit un bien infini sans contestation aucune, ça veut souvent dire qu'ils sont d'une médiocrité qui ne fait d'ombre à personne. Donc les réputations, vous savez, la mienne, mais indifférente évidemment, je préférerais que avoir l'enterrement de Johnny Hallyday. mais au fond, je n'écris pas pour qu'on ait une bonne ou une mauvaise opinion de moi, je n'écris pour personne. Je crois qu'un bon écrivain, mettons que je ne parle pas de moi, n'écrit pour personne. Moi, j'écris pour les nuages, non, en réalité, j'écris, et pour rejoindre la notion d'idéal dont vous parliez tout à l'heure, moi, j'écris pour la littérature. Voilà, je ne pense pas à un lecteur en particulier, je ne pense à aucun lecteur, je ne pense pas à un public, je ne pense même pas à vouloir démontrer une idée, j'écris pour la littérature parce que je pense que chaque écrivain, chaque peintre, chaque musicien, etc., est un fragment d'un grand tout qui s'appelle l'art et dont on fait partie. Et moi, quand j'étais enfant, que je lisais énormément parce que j'étais un enfant qui lisait beaucoup. Dans les malheurs qui me sont arrivés, un de mes malheurs est que mon père est mort quand j'avais 8 ou 9 ans. Et c'était un grand lecteur, il avait une grande bibliothèque, j'ai eu une chance de venir d'une famille à bibliothèque. Et quand mon père est mort, ma mère m'a dit « Tu n'iras pas là », en me désignant un endroit de la bibliothèque de mon père. Évidemment, quand on dit à un enfant « Tu n'iras pas là », il va là. Et j'y suis allé, et c'était le rayon de poésie de mon père. Ma mère, ce n'était pas tellement que ma mère voulait m'interdire que je lise ou que je lusse de la poésie, mais c'était des poètes supposés adultes. Et donc, ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, sur les marches de l'escalier chez moi, je lisais et j'apprenais enfin, je n'apprenais pas par cœur, je m'imbibais de Paul Verlaine, d'Alfred de Musset, de gens comme ça. Donc, j'étais un lecteur. Je suis assez pour que les enfants aient des lectures qui ne soient pas de leur âge. Moi, quand des amis à moi qui ont des enfants disent comment faire pour les faire lire, je leur dis tu montres la bibliothèque et tu dis c'est interdit, ils vont s'y précipiter. Et deuxièmement, il vaut mieux qu'ils lisent Paul Verlaine à l'âge de 8 ans plutôt que oui, parce que ça leur donnera, comme ça m'a donné à moi. Évidemment, je ne comprenais pas tout, mais ça me donnait, je comprenais très bien qu'il y avait quelque chose de très élevé dans l'ordre de la pensée et de la forme auquel je voulais atteindre. Et mon idée, c'était que, et d'ailleurs je raconte aussi dans ce livre, que un peu plus tard en classe de 6e, j'ai été pris par mon professeur de français en train de lire pendant le cours sur mes genoux un volume de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Il a convoqué ma mère en lui disant, avec un illogisme le plus total, il a des lectures qui ne sont pas bien pour lui. Et donc, cette idée... Et j'avais aussi une autre chose, là, un tout petit peu plus tard, à 12 ou 13 ans, ma grand-mère m'avait offert pour je sais pas quoi, pour préparer la communion, je sais plus quelle communion, un missel. Et ce missel, elle me l'avait offert, il était enveloppé dans un couvre-missel en cuir I2. I2, je m'en souviens encore, il était en cuir ocre avec une croix découpée dans le cuir, monstrueux. Mais ce couvre-missel avait une très grande utilité pour moi, c'est qu'il était au format, comme les missels, des livres de poche. Et donc je glissais dans le couvre-missel à la place du missel. En particulier, je me souviens d'avoir lu pour la première fois La Chartreuse de Parme dans le missel. Et c'était très faisable parce que de la même façon que les missels avaient des tranches rouges, les livres de poche de l'époque avaient des tranches rouges aussi. Donc quand le curé passait dans les travées du catéchisme, il se penchait vers moi, il me tapotait la tête, il me prenait pour un bon chrétien, alors que j'étais en train de lire l'écrivain le plus athée de la littérature française. Et donc, pendant toute cette période-là, moi, tout ce que je voulais, c'était monter sur le manège enchanté.
C'était la littérature, pour moi, c'était tout. Et toute l'histoire de ma vie a été de monter sur le manège enchanté. Donc c'était un idéal, c'était pour rejoindre la littérature. Et donc, moi, quand j'écris, c'est en me disant, tu apportes ton petit fragment à, non pas ma gloire, non pas ni même la littérature française, à la littérature en général. Alors, pour entrer plus avant dans la spécificité de ce livre, avant d'en venir à la forme, citons quelques-unes de ces théories. Alors, le livre débute par la théorie des beaux vêtements et s'achève par la théorie du coucher de soleil, en l'occurrence ici sur les calanques de Piane. Merci beaucoup. Vous avez organisé l'ouvrage en chapitres, eux-mêmes organisés en théorie de théorie. On rit beaucoup, souvent, on s'émeut, souvent, on partage vos indignations aussi, également. Et à ce stade de cet entretien, je voudrais que vous nous donniez un petit exemple de l'une de ces théories. Alors peut-être la théorie de l'excentricité, qu'en pensez-vous ? Je vais dire un extrait donc de cette théorie de l'excentricité. Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz un été, on voit un septuagénaire, toujours très bronzé et très maigre, dans un tout petit maillot de bain. Il a l'air d'un bâton de vanille. Sa touffe de cheveux blancs pourrait le faire surnommer Vanille Chocolat, mais c'est colonel Menthe. Il fume des cigarettes à la menthe et n'est pas colonel. Ce représentant de commerce en retraite connaît tout sur Napoléon et Hitler, ces grands hommes. Il passe pour posséder un Panzer dans son jardin, un mannequin de soldat de la Wehrmacht tirant au pistolet dans sa chambre et, au pied de son lit, 2 mannequins de grognards montant la garde. L'excentricité et la récréation de la docilité. Merci. Alors effectivement, cette théorie procède d'une autre série de théories. Et d'ailleurs, on remarque que parfois, une théorie en entraîne une autre. Alors vous avez par exemple une théorie du 11 septembre 2001, de laquelle découle une théorie de la brutalité visuelle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Oui, tout à fait. Merci de dire ça d'ailleurs, parce que ce livre, comme bien de mes livres, peut se lire en morceaux ou comme on veut, ou d'ailleurs le lecteur a toujours raison puisque c'est lui qui lit le livre et qu'un livre fermé n'existe pas, mais ce livre-ci, comme les autres, est en réalité, a été composé du début à la fin et est fait pour être lu du début à la fin parce qu'il y a un système de renvoi, parfois de contradiction, donc il me semble qu'on le comprend mieux si on le lit du début à la fin, mais après tout, si on veut le lire par le milieu, ça n'est pas très important. Et vous remarquez qu'en effet, il y a une liste, une théorie, pardon, du 11 septembre où je raconte comment j'ai vécu ce moment si particulier à Paris, qui était assez délirant et qui m'a fait remarquer d'abord l'insolence du fanatisme. C'est-à-dire que quand on a su ça, c'était dans l'après-midi à Paris, et le soir, il y avait, je me souviens, un cocktail de la Revue des Deux Mondes, rue de Lille, qui a été annulé par bienséance. Et je me souviens que dans la salle où devait avoir lieu le cocktail, il y avait un journaliste qui était un ancien gauchiste des années 70 et qui disait « Quand les Américains bombardaient le Tet, on n'annulait rien ». Ce qui m'a fait me dire qu'il n'avait plus de rouge que le désir de vin. Mais c'était quand même assez frappant comme remarque. Et sur le boulevard Saint-Germain, j'ai croisé un journaliste, lui de l'autre bord, plutôt d'extrême droite, qui m'a croisé, qui me connaissait, qui me dit « Ah, Charles, 10 000 Américains morts », parce qu'à ce moment-là de la journée, on croyait que c'était 10 000. Ça, c'est bien, c'est toujours ça de gagner. Et donc, cette insolence du fanatisme m'a frappé, mais de la même façon qu'on a vu tout de suite aux télévisions, les Palestiniens à Naplouse exploser de joie en tirant au fusil, et que, chose plus grave, on a entendu Stockhausen, le musicien, dire que c'était le plus bel acte esthétique du XXe siècle. Alors évidemment, on peut comprendre, en partie à cause de son pays, il est un peu comme Joseph Beuys, qui exposait des choses détruites comme ça sur le sol, mais il ne faut pas oublier que Joseph Beuys, pendant la guerre, avait été aviateur dans la Luftwaffe, donc il savait ce que c'était que bombarder. Et en tout cas, Stockhausen a dit ça 6 jours après le 11 septembre. Qu'on dise une bêtise sur le moment,
ça peut arriver même à moi, mais 6 jours après, quand on a eu le temps de réfléchir, c'est assez frappant. Donc voilà, l'insolence du fanatisme qui se déclare dans ces moments-là m'a frappé. Et ce qui m'a frappé dans un stade ultérieur, c'est la conséquence esthétique, parce qu'au fond, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'esthétique. Et je crois que d'ailleurs, tout dans le monde procède de l'esthétique. Et je pense que je l'écris quelque part dans ce livre, que l'esthétique précède le politique. Que c'est parce que j'ai cette idée que c'est parce qu'un jour Mallarmé a décidé de désarticuler l'alexandrin. Il disait dans une interview cette jolie phrase j'ai voulu introduire un tremblay autour du vieil alexandrin. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il a fait ça que des années après, tout d'un coup, l'industrie du bombardement s'est développée. Je dois avoir l'air un peu excentrique moi-même en disant ça, mais je pense qu'il y a du vrai. Toujours est-il que le 11 septembre a eu une conséquence esthétique immédiate qui, moi, m'a frappé, qui sont les poubelles dans les villes. Avant le 11 septembre 2001, en tout cas dans la ville de Paris, nous avions des poubelles de rue qui n'étaient pas mal, qui étaient des cylindres marrons à cannelure, et qui était donc opaque. À cause du 11 septembre, la municipalité de Paris a craint qu'on puisse y dissimuler des bombes qui exploseraient. D'où on nous a remplacé ces poubelles assez élégantes par des poubelles qui sont des arceaux en fer, à l'intérieur desquels se trouvent des sacs en plastique transparent, de manière que les policiers, les jours où ils accomplissent leurs 32 heures de travail par semaine et qui ne jouent pas à la belote, puissent remarquer les bombes qui se trouveraient dans ces sacs en plastique transparent. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est très très laid, parce que d'abord, ces poubelles à arceaux grisâtres avec ces sacs, quand ils sont vides, qui flottent dans le vent comme un ventre de brebis accouché, et quand ils sont pleins, montrent des détritus qu'on voit qui sont des canettes de soda écrasées, des boîtes de hamburgers inutilisées, et qui sont comme les résultats de la société de consommation que ceux qui nous ont attaqués haïssent. C'est-à-dire que ils ont, voilà une conséquence politique de l'esthétique encore. Donc, et c'est pas anodin, ça a l'air peut-être un peu chichiteux ce que j'en raconte, mais quand on passe dans les rues de Paris et qu'on voit ça toute la journée, ça abîme l'œil. Ça abîme l'œil. De même que j'ai dit, il n'y a pas très longtemps, un adjoint à la maire de Paris, il y aurait quelque chose à faire sur la signalétique. Mais c'est curieux d'ailleurs, parce que la France, qui est un pays assez élégant, qui a une espèce d'élégance japonaise comme ça, j'ai toujours l'impression que les Français ne regardent que le sol. Ça doit venir des jardins à la française. Donc ce qui est au sol est bien organisé, les trottoirs sont bien faits, etc. Il y a des quadrillages, c'est cet esprit géométrique de la France. Mais dès qu'on lève le nez, et en France on ne lève pas le nez parce qu'on a été un pays de rois, donc on le baisse, on ne le lève que depuis 200 ans, et on nous plante des panneaux dans les villes qui sont une torture pour l'œil. À Paris, vous avez des panneaux marrons pour les indications des musées qui sont à 2 mètres. Vous avez des panneaux jaunes pour indiquer les travaux. Vous avez des panneaux, des plaques de rue qui sont bleues émail, celles-là sont relativement jolies. Vous avez, quand il s'agit de voies nationales, parce que certaines rues de Paris sont des voies nationales, des panneaux blancs, tout ça à des hauteurs différentes. Vous y ajoutez les kiosques à journaux, les barres de rangement, des vélos qui sont posés n'importe comment. Enfin, c'est une anarchie pour l'œil qui est une souffrance. Et ça prouve que, hélas, la plupart des gens vivent comme des brutes. Alors, à propos des panneaux marrons, vous avez également une théorie de la couleur marron, qui n'est pas piquée des hannetons, si je puis me permettre. Je dis ça parce que nous avons aussi une adjointe au maire d'Ajaccio dans la ville, donc j'espère que les panneaux sont très uniformisés et très esthétiquement faits dans la ville d'Ajaccio.
Oui, je parlais de la couleur marron. Vous avez aussi... Ah bah oui, j'ai une théorie de la couleur marron, c'est que le marron est le destin de l'humanité. Le marron, et j'en donne pour exemple, la théorie commence par une visite du musée de Messine, qui est un joli musée où il y a deux Caravages sublimes, l'un restauré et l'autre peint. Et comme vous le savez, les tableaux qui ne sont pas restaurés, non seulement se craquellent, perdent des parties de peinture, mais foncent et brunissent. Ce qui me fait d'ailleurs, par parenthèse, penser à Edgar Degas, qui avait un caractère de cochon, et qui dit dans ses conversations avec Daniel Halévy, un livre passionnant au demeurant, qui lui dit il faut que les tableaux, il ne faut jamais restaurer les tableaux, il faut qu'ils meurent et qu'ils noircissent. Eh bien les tableaux, voilà, les tableaux se fondent dans une espèce de marron comme ça, comme si c'était le retour à la terre. Et tout ce qui disparaît devient marron comme la terre, qui est d'ailleurs un élément matériel dont j'ai horreur. Un cadavre qui vieillit devient gris puis marron, et puis après le stade ultime c'est la perfection. C'est pour ça que je n'aime pas la perfection, parce que pour moi la chose la plus parfaite du monde c'est un squelette. C'est symétrique, c'est blanc, c'est impeccable, c'est parfait, c'est atroce. Alors, nous allons peut-être introduire un petit peu de légèreté à ce moment de la conversation, avec une lecture, si vous le voulez bien, des théories Toto. Mais vous allez nous dire, qu'est-ce que Toto? Qui est Toto? Pourquoi Toto? 0 plus 0 et la tête à Toto. Toto, c'est quelqu'un que je connais qui s'est inventé un personnage pour dire des bêtises. Et quelquefois, ces bêtises expriment des pudeurs. Donc, il dit des choses de manière parfois spirituelle, parfois mordante, et qui ne sont pas nécessairement vraies. On parlait de vérité, il dit parfois des choses aussi pour le plaisir de s'amuser, qui n'est pas un péché, vous savez, mes frères et mes sœurs. Et par exemple, quelqu'un dit à Toto... Bouffissure, je n'ai pas voulu mettre le nom, ça désigne quelqu'un qui était candidat à la présidence de Versailles. Et donc, ce quelqu'un dit à Toto, Bouffissure briguerait la présidence de Versailles. Et Toto répond, à cause des miroirs. Toto, à propos d'une dame très snob, elle met une robe du soir pour aller à la boulangerie. Sauf qu'elle ne va pas à la boulangerie, bien sûr. À la fin du premier confinement, quelqu'un dit à Toto, après 2 mois de privation, nous allons d'autant mieux savourer les petits plaisirs de la vie. Et Toto répond, on va se contenter de peu, quel dommage. Dans une maison de vacances, entrant le matin dans la cuisine, il voit la chatte de la famille, il lui dit, tu es là, grosse vache, puis rit. Toto n'a pas besoin de spectateurs. Quelqu'un, tu fais quoi ce soir? Toto, je vais à un anniversaire qui m'emmerde, je vais apporter du champagne tiède. Le directeur du musée, montrant le tableau d'une peintre du 19e siècle, elle est en train d'être redécouverte. Toto, hélas. Quelqu'un, X, je n'ai pas mis de nom là non plus, c'est un académicien français, X n'a aucun usage. C'est comme s'il était sorti de la jungle et avait endossé un habit d'académicien. Toto, c'est un homme qui écrit en rotant des livres contre la décadence. À propos d'un pessimiste, Toto, quand il est sorti du ventre de sa mère, il a dit « ça ne va pas durer ». À un ami qui l'invitait à son 3e mariage, Toto répond « je viendrai au suivant ». Et pour finir, quelqu'un lui dit « on dit que c'est bon pour la santé ». Toto, la seule chose bonne pour la santé, c'est la mort. Merci, merci. Alors, on le voit, les formulations sont percutantes, et j'en veux pour nouvel exemple. Là, on revient plus précisément dans le champ de la littérature. Parmi vos théories les plus originales, il y a la théorie de l'extinction du rimbaldisme. Et à ce propos, vous dites, Rimbaud a apporté de la négativité à la littérature française, il voit fièrement le mauvais côté des choses, aujourd'hui il faut être de bons scouts. Et vous ajoutez, au XXe siècle, Rimbaud est devenu un t-shirt, le Che Guevara de la poésie française. Avec le t-shirt,
On perd en littérature ce que l'on gagne en popularité. Mais oui, c'est-à-dire que Rimbaud a effectivement apporté la négativité à la littérature française. Il y avait avant lui les petits romantiques qui avaient du talent, mais qui étaient très négatifs, mais qui le faisaient avec une espèce de forfanterie dont on comprenait qu'elle était une affectation comme un camélia au revers. Rimbaud était réellement négatif, et ça c'est une chose très nouvelle qu'il a apportée à la littérature française. Comme poète, je ne trouve pas Rimbaud un poète majeur. D'ailleurs, on sait très bien que la certains savent que la meilleure partie de la poésie de Rimbaud, vers 1873, ont été des poèmes qui ont été corrigés par Verlaine. Bon, en revanche, il a écrit 2 textes en prose que je trouve sublimes, qui sont Une saison en enfer et Les Illuminations. Mais à part ça, un écrivain, c'est un corps. Moi, je le sais. C'est un écrivain, c'est un corps et qui a des réactions et qui a une vie. Et donc, il y a eu une espèce de sanctification de Rimbaud qui s'est produite grâce à Verlaine, d'ailleurs, avec qui il s'était si mal tenu, qu'il a torturé, mais Verlaine était un peu coupable parce que je crois que Verlaine était masochiste. Il y a une scène où quelqu'un qui les a vus raconte que Rimbaud assis à côté de Verlaine avec un couteau lui faisait des entailles sur les poignets et les cuisses et que Verlaine n'osait rien dire. Toujours est-il que ce Verlaine qui l'a si maltraité avait dû rester un peu amoureux de lui et a écrit Les Poètes maudits à la fin du XIXe siècle, qui a contribué à la gloire posthume de Rimbaud et qui a contribué aussi, bien malgré Verlaine, à une idée très néfaste dans la littérature française du XXe siècle, c'est que, à cause de ce livre, à cause de cette idée des poètes maudits, la littérature française de la fin du XIXe siècle et de presque tout le XXe siècle a fonctionné sur l'idée de qui perd gagne. Il faut être maudit, il faut avoir perdu, et c'est le seul moyen d'avoir une rédemption, chose qui aurait paru extraordinaire à Michel-Ange, à Mozart, à Victor Hugo. Si on réussissait, ça n'était pas la preuve qu'on était un mauvais écrivain ou un mauvais artiste. Eh bien, Verlaine, bien malgré lui, a instillé cette idée néfaste qui a été évidemment portée comme un cercueil par les médiocres écrivains, parce qu'ils se disent « je gagnerai après ma mort ». Et le malentendu s'est créé à propos de Rimbaud sur beaucoup de choses, parce que Rimbaud, dans sa vie, était un type odieux. Odieux. Il est arrivé à Paris après avoir écrit plusieurs lettres à Verlaine, qui a eu des réticences à lui répondre, parce qu'il faut toujours et il en est la preuve d'ailleurs, il faut toujours se méfier des admirateurs, ne jamais répondre à un fan. C'est quelqu'un qui s'imagine que vous êtes sa propriété et qui vous nuira. Et toujours est-il que Verlaine est allé avec Charles Cros chercher Rimbaud à la gare de l'Est, qui s'appelait alors gare de Strasbourg. Et il a vu arriver Rimbaud, il a été très étonné d'ailleurs parce que Rimbaud était très grand et il avait 18 ans et Verlaine Charles Cros était très étonné des grosses mains de paysans de Verlaine qui n'avaient pas du tout encore raffiné, mais ce qui allait plutôt à Verlaine qui aimait plutôt le genre rustique. Et toujours est-il que dès la minute où Charles Cros a posé le pied à Paris, il a perdu Paris parce qu'il s'est tenu comme un sagouin. Charles Cros, précisément, un de nos plus exquis poètes d'ailleurs, qui a donné lieu, j'y pense, à la plus jolie interprétation en chanson par Brigitte Bardot, qui chante Sidonie a plus d'un amant. Vous connaissez cette chanson? Sidonie a plus d'un amant. Et Charles Cros prête un petit appartement à Rimbaud pour le loger dans Paris. Que fait Rimbaud? Il brûle un manuscrit de Charles Cros. Qui fait ça? Qui fait ça? On vous prête un appartement, vous brûlez un manuscrit. Un autre lui prête un autre appartement, place Saint-Sulpice à Paris. Rimbaud jette les meubles par la fenêtre sur la place Saint-Sulpice. Enfin, il se comportait de manière atroce, il coupait la parole, il injuriait les gens, à tel point que dans le fameux tableau de Fantin-Latour que vous connaissez tous, de la réunion des grands poètes du moment où se trouve Verlaine et Rimbaud,
Léon Vera, qui était un poète connu de l'époque, un assez bon poète d'ailleurs, a refusé de poser pour Fantin-Latour parce que Verlaine était là en disant je ne veux plus rien avoir à faire avec ce sale type. Et donc, si vous regardez bien le tableau, il y a dans la distribution des corps, il y a une inégalité parce que l'endroit où aurait dû se tenir Vera est remplacé par ce que Fantin-Latour faisait d'ailleurs de mieux, à mon avis, c'est un bouquet de fleurs. Et donc, Rimbaud était un très sale type. Il y a une lettre de Verlaine qui lui dit « ta colère perpétuelle contre le monde ». Il était en colère et je propose cette interprétation dans mon livre. Et ce que je vous dis est très sacrilège, vous savez, parce que Rimbaud a beaucoup de dévots. Je me suis fait des ennemis déjà avec cette liste, comme je m'en suis fait il y a plusieurs années avec les amateurs de Louis-Ferdinand Céline qui le lisent de la main gauche parce que de la main droite ils font ça. Je pense que Rimbaud, en fait, avait un côté gigolo, qui n'était pas si homosexuel que ça, qu'il a voulu arriver, qu'il a un peu tapiné Verlaine en lui écrivant pour l'exciter, jusqu'au jour où Verlaine lui a écrit « Venez, chère grande dame, on vous attend », et qu'il devait s'en vouloir et que ça ne lui allait pas. Et que donc ça contribuait à sa colère. Et d'autre part, il y a une légende sur Rimbaud, l'anarchiste. Effectivement, il a été communard, mais Verlaine ne l'a pas été moins. Et il a souhaité la défaite de la France, ce que je ne lui reproche pas. Je pense que tout poète a le droit de dire ce qu'il veut, et puis l'influence de Rimbaud était égale à 0. Mais quand, à Londres, Verlaine, exaspéré par la méchanceté de Rimbaud, lui a tiré dessus, que fait ce grand anarchiste? Que fait ce poète admiré par les rockers qui ne respectent pas l'ordre? Il se précipite à la police. C'est bien les anarchistes qui vont à la police. Verlaine a fini en prison à cause de ça. Quelques années plus tard, Rimbaud se promène en Italie, il va à Milan, il a une insolation. Que fait-il? Le grand anarchiste qui est contre l'État, il s'adresse au consul de France à Milan qui le rapatrie en France. Avec des anarchistes comme ça, l'État peut rester en bonne santé longtemps. Et d'ailleurs, il y a une lettre de Verlaine à un moment où ils sont fâchés, où Verlaine lui dit « De toute façon, tu n'es qu'un sale bourgeois et tu finiras mal à 30 ans ». Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti pour l'Afrique pour se faire quoi? Trafiquant d'armes. Enfin, c'était pas pour aller chercher l'idéal, c'était pas pour se planter dans le désert et chercher un mysticisme, c'était pour vendre des armes. Et puis, on l'a flatté comme ça d'avoir arrêté d'écrire. Pour moi, ce qui est beau, ça n'est pas d'arrêter d'écrire, c'est de continuer. Et puis voilà, il a été récupéré, Rimbaud, par des sectes successives. Il me fait un peu penser à vous savez, aux poupées en celluloïd que les petites filles se disputent et s'arrachent les cousines dans la maison. Alors ça, on lui arrache un bras, on lui arrache un œil, on lui arrache des cheveux, et chacune a un petit morceau de la poupée. Ben, Rimbaud, c'est pareil, il a été récupéré par les catholiques enragés, par Paul Claudel qui a osé écrire que Rimbaud s'était converti sur son lit de mort, ce qui est faux. Il a été récupéré par les surréalistes au nom du dérèglement de tous les sens, qui est une phrase des Illuminations, et de penser que les surréalistes, qui étaient beaucoup moins anarchistes qu'on le croit, vous savez, André Breton était fils de gendarme et restait gendarme toute sa vie, il marchait au pas dans la secte surréaliste. Il a été récupéré par des tas de sectes, il a été récupéré jusque dans les années 1990 par Dominique de Villepin, vous imaginez ça, qui lui a pris un titre, l'éloge des voleurs de feu, pour écrire un livre, pour se faire écrire un livre, pardon, qu'il a néanmoins signé. Et donc Rimbaud est devenu ça, ce que je dis, un t-shirt. Et exactement ça, le Che Guevara de la littérature française est devenu une icône, et exactement comme une icône qu'on vénère, et les écrivains n'ont pas besoin de vénération, ils ont besoin de lecteurs. Et au demeurant d'ailleurs, il y a une chose à dire, c'est que Rimbaud n'était pas
aussi joli garçon que nous le croyons, parce que nous avons la photo, nous voyons la photo de Karja que nous connaissons tous, mais cette photo a été retouchée. Donc le joli petit minois comme ça, avec le nez à la Vanessa Paradis et le visage angélique, c'est pas vrai. Bon, mais voilà pour Rimbaud. Bon. Non, mais ce qui n'empêche que je dis aussi que Les Illuminations et Une saison en enfer sont deux textes magnifiques. Bien entendu, bien entendu. Alors, venons-en un petit peu à la forme, puisque pour vous, elle est indissociable du fond. Et ce livre, Théorie de théorie, reprend aussi de façon plus étoffée. C'est en quelque sorte une nouvelle variation, un aboutissement structurel, consubstantiel d'une notion que vous aimez manier, qui est la notion de liste. Par exemple, c'est ce que vous avez fait à l'occasion de la parution de votre encyclopédie capricieuse du tout et du rien, en janvier 2009. Alors je voudrais que nous revenions sur un épisode qui s'est produit en novembre 2009, parce que Umberto Eco, l'écrivain italien bien connu, a, au musée du Louvre, organisé une manifestation thématique qu'il a intitulée « Vertige de la liste ». Alors, il cite un certain nombre d'exemples en expliquant que c'est un processus, un procédé, une forme qui existe depuis longtemps, etc. Il cite plusieurs exemples. La liste des vaisseaux dans l'Iliade d'Homère, par exemple. À ce sujet, vous avez peut-être quelque chose à dire, justement. Oui, Umberto Eco est de très mauvaise foi là-dedans, en se donnant l'impression d'avoir inventé la liste, parce que d'abord, il parle de la liste des vaisseaux, mais des listes à l'intérieur d'autres livres. Ça existe, Rabelais en est plein, et il se trouve que nous avions, je dis nous avions, moi je l'ai toujours, mais lui est décédé, la même maison d'édition qui est Grasset. Et un jour, l'ancien patron de Grasset, Jean-Claude Fasquelle, m'appelle et me dit « Ah, et merci d'avoir donné les dates, d'ailleurs, que je n'avais même pas moi-même relevé, puisque mon livre est de janvier 2009 et que Eco est de novembre. » Et Jean-Claude Fasquelle m'appelle et me dit « Écoutez, est-ce que vous pouvez me faire porter des épreuves de votre encyclopédie capricieuse du tout et du rien, qui est donc un livre de 800 pages uniquement composé de listes, chose qui, je crois, n'avait pas été faite. Évidemment, il y avait des listes à l'intérieur d'autres livres, mais un livre uniquement de listes, ça n'existait pas. Et parce que j'en ai parlé à Umberto, et ça l'intéresse beaucoup. Et voilà donc une des petites mauvaises manières, comme il en existe dans le milieu littéraire et dans beaucoup d'autres, c'est que Umberto Eco s'est emparé de mon livre, a fait son exposition en prenant l'idée, et s'est bien gardé de me citer, et quelques mois avant sa mort, évidemment, il ne savait pas qu'il allait mourir. Je me trouvais à un dîner avec lui. Il me dit « Ah, Danzig, si j'avais su que votre livre existait, évidemment, je vous aurais cité. » C'était exquis, de mauvaise foi italienne. Il aurait pu être florentin qui n'était pas. Alors, au-delà de cet épisode que vous venez de nous raconter... J'espère qu'il n'y a pas de florentin dans la salle. Au-delà de cet épisode, pourquoi cette fascination pour la liste, pour cette forme, et maintenant pour cette nouvelle déclinaison qui est la théorie de théorie? La théorie, c'est différent des listes, parce que par les listes, je voulais faire un effet de concaténation et d'ellipse. Je suis, si je peux me qualifier moi-même, je crois que je suis un écrivain elliptique, et plus c'est elliptique, plus ça me plaît. Et donc, les listes sont probablement le comble de l'ellipse. Et les gens déduisent ce qu'ils veulent des listes. Les théories, c'est pas exactement la même chose. On peut dire que c'est une liste, et d'ailleurs, il y a des théories sous forme de liste dans ce livre, mais il y a une part de développement qui n'est pas dans les listes. Ce qui se passe, c'est que, enfin, on reviendra peut-être tout à l'heure aux idées. Enfin, vous avez dit tout à l'heure la forme et le fond. Je ne crois pas à la dissociation entre la forme et le fond. Je ne crois pas qu'il existe une forme et qu'il existe un fond. Pour moi, il existe une seule chose, c'est la forme. Et je crois que la forme est le fond, et EST. La forme est le fond. Ce qui fait qu'une œuvre d'art a une qualité, c'est qu'elle est une forme. Si on se souvient de quelque œuvre d'art que ce soit, c'est à cause de l'inventivité de sa forme. Si on se rappelle, je ne sais pas, Andromaque de Racine, c'est parce que c'est la forme exquise de l'Andromaque de Racine qui nous fait nous en souvenir, alors qu'il y a eu 15 autres Andromaques avant et 15 autres Andromaques après. C'est la forme que les gens retiennent, et à très juste titre, parce que la forme est le tout. Il n'y a pas de fond. Qu'est-ce que c'est le fond? Dans le fond, on se noie.
le fond, je ne sais pas bien ce que c'est le fond. On peut être, et puis d'abord, je pense que nous sommes, nous tous, les êtres humains, des êtres de surface. Nous vivons à la surface de la Terre. Ce qui vit dans les profondeurs, c'est les monstres marins, les asticots et des choses de peu de pensée. C'est à la surface qu'on exprime, disons, je vais employer un mot auquel je ne crois pas, mais pour aller vite, la beauté. Tout se passe à la surface et les formes sont à la surface. Et d'ailleurs, dans ce livre, à propos de surface, si vous me permettez, j'ai eu l'idée de... Puisque de toute façon, tout est à la surface et que tout ce que nous voyons est à la surface. J'ai eu l'idée que ce qui serait intéressant, ça serait de ne pas regarder de face. Nous regardons trop les choses de face. Et les choses de face, là... Je vous vois de face, mais ça serait peut-être très intéressant que je vous vois de côté, de dessous, d'en haut, de derrière, qui révèlent d'autres expressions et d'autres modalités. La chose qu'on nous présente de face le plus souvent est la chose du pouvoir, la chose de la coutume, la chose de la tradition qui veut nous imposer cette image-là. Et moi, je pense qu'on se libère l'esprit en évitant de regarder les choses qu'on nous montre de face. Le plus typique exemple est évidemment la fiche électorale qui nous dit bien de face ce que nous devons penser. Moi, je crois qu'il faut toujours un peu aller regarder par dessous et par derrière. Mais pourquoi cet intérêt pour cette forme, plus particulièrement? Oh, c'est maintenant, j'en changerai peut-être. Ah. Enfin, en même temps... Ça participe d'une idée de classification. C'est-à-dire que, et au-delà de ça, probablement de ma part, ça participe d'une panique. C'est que j'ai une panique dans la vie, c'est que je trouve que le monde est désordonné, dérangé, grouillant, sans pensée, aberrant, allant dans toutes les directions et ne sachant pas où il va et sans réflexion. Et ça me panique. Et donc je me dis que, et ces théories en particulier servent à ça, c'est qu'il faut classer, il faut ranger, il faut essayer de trouver. Mais à sa manière à soi et à ma manière à moi, que chacun trouve la sienne, parce que par exemple, des classifications, il en existe. Mettons le tableau de Mendeleïev, la classification de Mendeleïev, vous savez, qui classe les éléments fer, nickel, chrome. Alors, c'est rationnel, mais est-ce que c'est raisonnable? Moi, je préfère le raisonnable au rationnel. Je préfère une liste comme la mienne, par exemple, une classification comme la mienne, qui est, je cherche un exemple, une théorie des choses déprimantes. Et là c'est une liste pour le coup. Par exemple, pour moi, choses déprimantes sont un croissant de la veille, un lavabo en plastique moulé dans un hôtel de chaîne, les rues à boutiques franchisées, au bad à Flelou, pompe funèbre générale. Et ça me paraît plus raisonnable comme classification que la classification supposée rationnelle. Alors, parmi les choses humiliantes, vous indiquez la nostalgie. Pourquoi? Mais parce que c'est humiliant, la nostalgie. Enfin, d'ailleurs, je ne devrais même pas commenter, puisque c'est un peu comme les professeurs de français qui nous demandaient de commenter des poésies. J'étais terrifié. J'ai dit, mais s'il l'a dit comme ça, c'est dit comme ça, il n'y a pas à commenter, non? Si Mallarmé dit le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, c'était pas une chose qu'il fallait expliquer. Donc si je dis que c'est humiliant, c'est que je trouve humiliant la nostalgie dans le sens que c'est un renoncement, dans le sens que c'est une complaisance vers des choses du passé. Je trouve qu'on est trop dévoré par le passé, moi-même d'ailleurs. Et c'est peut-être une idiosyncrasie de ma part, c'est-à-dire que moi, toute ma vie a consisté à effacer mon passé. Je suis une gomme en marche. Je suis une gomme et derrière moi, il y a une gomme qui efface tout mon passé et que j'essaie d'oublier toujours. Et la nostalgie, c'est ça, c'est un peu... je trouve ça un peu dégoûtant. Oui, à propos de gomme, vous avez aussi une théorie de la descendance. Vous dites pas d'ancêtre et pas de maître. Alors, est-ce que ça procède de cette volonté aussi d'effacer ce qui a pu se passer précédemment, ou est-ce que c'est plus général? Ou est-ce que ça signifie qu'on ne procède pas forcément d'un continuum?
Je ne sais pas. Pourquoi? Ça veut dire... il y avait une pièce de Monterland qui est bien oubliée maintenant, qui s'appelait Fils de personne. Et je crois que... Pour moi, je suis un peu ça, et je vois très bien qu'il y a des filiations en art et qu'il y a des filiations en tout, mais je crois qu'un être humain, et plus particulièrement un artiste ou un écrivain, se fait en n'ayant ni maître ni ancêtre, moyennant quoi des filiations se font malgré nous, et c'est précisément, enfin existent malgré nous, et c'est précisément parce qu'elles existent et pour éviter les surcroîts d'influence qu'il faut essayer de s'en séparer. Moi, je vois très bien, en vieillissant, dans quelle espèce de lignée on pourrait me placer, mais j'essaie toujours d'être comme une boule de billard qui va là alors qu'on pensait qu'elle allait là. Une théorie qui a été particulièrement remarquée dans votre livre, c'est la théorie des ponts. Vous écrivez « La vie est un pont, et qu'y a-t-il de plus désespérant qu'un monde sans pont ?» Qui aurait-il de plus Qui aurait-il, pardon. Mais oui, et c'est une chose assez nouvelle. J'ai grandi, et je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi à une époque où les murs étaient considérés comme la solution de l'inintelligence. Les murs étaient la stupidité même quand j'étais gamin. Enfin, le mur de Berlin était la chose la plus honnie du monde. On ne voulait pas de mur. Et puis, ça s'est fait très rapidement, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a des murs partout dans le monde. Il y a des murs entre le Maroc et le Sahara occidental, il y a des murs entre la Turquie et la Serbie, il y a des murs entre Israël et des parties de la Palestine, il y a des murs partout. Et depuis que le livre est écrit, il y a un mur à l'intérieur de la ville de Turin pour isoler des camés. Et depuis que le livre a paru, il s'est créé d'autres murs. Il s'est créé il y a 3 semaines un mur entre la Biélorussie et la Lituanie. Il s'est créé un mur dans Paris. On a fermé la porte de Pantin. Dans le 19e arrondissement, il y avait des drogués. La police les a chassés et on a créé un mur pour fermer la porte de Pantin. Ce qui est la barbarie. C'est le Moyen-Âge, les murs. Enfin, on s'enferme confortablement parce qu'on peut se protéger, puis on va rejeter ailleurs en s'enfermant. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'avais dite au moment où les TGV avaient été inventés, ça m'avait effrayé. Et ça m'effraie toujours les TGV, parce que, et c'est ce qui s'est produit, c'est que les TGV, c'est des trains qui vont très vite d'une métropole à l'autre, ou d'une grande ville régionale à l'autre, et entre les deux, il y a des espèces de déserts de rien. Et c'est exactement comme le Moyen-Âge. On a créé des forteresses de villes comme ça, et puis au milieu, dans des trous partout, des manants. Et on s'étonne qu'il y ait après un certain électorat. Et donc, les ponts, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est évidemment un lien, mais ça c'est une banalité de le dire, mais c'est aussi un mystère. Je trouve qu'une des plus belles choses, ou une des choses qui provoque le plus la songerie, c'est un pont dont l'extrémité est dans la brume. Je trouve ça extrêmement beau, extrêmement songeur, extrêmement... et puis les ponts sont aussi de très beaux objets d'art. Et voilà. Alors, vous livrez également de façon plus inattendue, je dirais, une théorie de la nature. dont vous dites que la nature est une invention de la culture, de l'homme. On pourrait aussi définir un livre parce qu'il ne contient pas. Ah. J'avais dit comme ça dans le... Je dis ça souvent des écrivains, je dis faites attention aux écrivains, prenez garde de qui ils ne parlent pas. Et par exemple, remarquez que Chateaubriand ne prononce jamais le nom de Stendhal, qu'il aurait pu prononcer, puisqu'en plus ils exerçaient le même métier, ils étaient diplomates tous les deux. Donc c'est intéressant de ce qu'on ne parle pas. Et curieusement, il n'y a pas dans mon livre de liste sur le sport, vous vous rendez compte ? Oui, tout à fait. Mais ça c'est parce que je prends un taxi pour aller à ma salle de bain. La nature, il y a une théorie de la nature, c'est une... Oui, la nature est une création de la culture. La nature a été nommée par la culture, pour commencer. La nature en soi, cela n'existe pas. Par-dessus le marché, depuis les centaines de millions d'années
que des hommes plus ou moins développés occupent la Terre, la nature a été extrêmement aménagée. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, il y a des parties sauvages, mais enfin, la nature, dans l'idée d'une pureté originelle, il en existe assez peu. Il en existe dans les pôles, probablement, et dans les déserts. Mais sinon, la main de l'homme est passée partout. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nature dont on nous parle et qui est une invention de la culture? Ce qui fait que, d'ailleurs, on ne devrait dire ni nature, ni culture. Et c'est une des inventions, je trouve, intéressantes du début du XXIe siècle, que tout d'un coup, on se soit rendu compte de ça. Parce que... Vous savez, quand on lit les livres qui sont des succès de librairie, tout va mal, la France va mal, la santé va mal, la politique va mal, Finkielkraut va bien. Et il y a une chose qui est pas mal au début du XXIe siècle, c'est qu'on a redécouvert comme ça une espèce de communauté humaine où on s'intéresse aux animaux, où on s'intéresse aux espèces végétales en tant que non très différente de nous. Je trouve ça intéressant. Mais à part ça, la nature est une... Enfin, j'ai un peu de mal à en parler parce que la nature ne m'aime pas. Vous ne l'aimez pas non plus. Hein. Mais c'est parce qu'elle ne m'aime pas. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je vais dans la nature, s'il y a une flaque de boue, elle est pour mon pied. S'il y a une branche d'arbre qui se rabat, c'est pour mon visage. S'il y a un frelon qui passe, c'est pour ma joue. Enfin, et donc, il y a une visible hostilité de la nature envers moi. Donc, je ne peux que le lui rendre. Et puis, j'ai toujours pensé que je dis ça en ville, donc j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de campagnards. J'ai toujours pensé que les campagnards étaient fous. Il faut être fou pour vivre à la campagne. D'abord, il y a du bruit. On peut jamais dormir tranquille. Il y a toujours un oiseau qui se pose sur le toit en ardoise et qui vient piquer du bec à 5 heures du matin. Il y a des vaches qui meuglent. C'est épouvantable de bruit, la nature. La ville est beaucoup plus calme. Et par-dessus le marché, il y a une chose qui me heurte beaucoup dans la nature, c'est qu'elle ne connaît pas l'angle droit. Ah, vous écrivez d'ailleurs l'angle droit et la révolte de l'être humain contre la nature. Complètement, moi je pense ça. Je pense que l'être humain a inventé l'angle droit par révolte contre la nature. Regardez comme tout ce que nous inventons, la nature est encore une fois informe. Elle n'a pas de forme, la nature. Fortuitement, comme ça, parfois, il y a un platane qui a l'air sublime, qui a l'air de Sarah Bernard jouant Phèdre, comme ça. Et d'ailleurs, c'est parce que il a l'air de ça, parce que je le dis, ou parce qu'un peintre le peint, mais en soi... l'angle droit... L'angle droit. L'angle droit n'existe pas dans la nature et c'est la grande révolte de l'être humain d'avoir créé l'angle droit. Et je pense que c'est par une objection fondamentale et quintessentielle contre l'idée de nature que nous avons inventé l'angle droit. Les choses rondes... D'ailleurs, nous sommes faits d'angle droit. Là, ce que je porte, qui sont des lunettes, sont rectangulaires. Évidemment, il y a des lunettes rondes, mais vous remarquerez qu'il y en a assez peu, peut-être chez des comptables excentriques ou des postiers de la Wells Fargo dans les westerns américains, mais il y en a très peu. Des maisons rondes, il y en a très peu. Nous faisons des maisons carrées. Tout ce que nous inventons est presque inconsciemment à angle droit. On a inventé le Minitel, c'était à angle droit. Les écrans d'ordinateur sont à angle droit. Les postes de télévision sont à angle droit. Les rétroviseurs de voitures sont à angle droit. Les pare-brises des voitures sont à angle droit, ou rectangulaire ou carré. Tout est à angle droit parce que nous voulons que ce soit comme ça. Tout pourrait être rond. Tout pourrait être rond. Qu'est-ce qui empêcherait un rétroviseur d'être rond, un pare-brise d'être rond? Ben non. Nous voulons de l'angle droit parce que c'est la dignité de l'être humain. D'ailleurs, vous avez un très joli mot à propos... J'ai employé le mot dignité qui est un peu exagéré. Vous avez un très joli mot à propos de vos lunettes, puisque vous venez d'en parler. Dans la théorie des fenêtres, vous écrivez « Mes lunettes sont des fenêtres. Elles encadrent le monde et me protègent. » Mais oui, je serais très... c'est mon côté Nana Mouskouri. Je serais très empêché sans mes lunettes parce qu'elles créent un filtre entre le monde et moi et qui m'arrange bien. C'est comme un bouclier. D'ailleurs, elle m'aide à voir parce que je suis très myope, mais ça m'a été proposé de me faire opérer de la myopie pour supprimer tout ça.
Et mon opticien a été très étonné parce que je lui ai dit non, surtout pas, je veux surtout pas que vous m'enleviez ça. Il pensait que avoir des lunettes c'était une maladie. Il a eu d'ailleurs cette réponse extraordinaire. Il a dit oui, évidemment c'est de l'esthétique. C'est voir la vulgarité avec les gens, avec laquelle les gens traitent l'esthétique, n'est-ce pas? Mais voilà, donc les lunettes sont mon bouclier. Alors peut-être une dernière question. Pourquoi avoir conclu ce livre avec une théorie des couchers de soleil, du coucher de soleil, et en l'occurrence sur les calanques de piano? Eh bien, parce que le livre est rangé d'une manière logique, comme je vous l'ai dit. Vous avez remarqué qu'il commençait par une théorie des beaux vêtements, et en fait, le livre est supposé se passer en une journée, et donc, quand la journée commence, on s'habille, d'où une théorie des beaux vêtements. Et quand la journée s'achève, le soleil se couche, et si vous permettez, je vais vous lire, elle est brève, la théorie des couchers de soleil qui clôt le livre. De la terrasse de l'hôtel des Roches Rouges à Piana, vue admirable sur les calanques, leur baie en chaton de bagues de diamants, les diamants c'est la mer. Le soleil se couche au bord d'être trop long. Je crois que si je vivais en Afrique où il met des heures à disparaître, je lui tirerais dessus à coups de fusil. Bonne nuit, Farfadet. Merci beaucoup, Charles Dantzig. Qu'il voudra une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Lire au goulot la vodka des doux sommeils, le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route, que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau plonge en piqué, moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde, dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils, le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route, que l'écrivain me rattrape sur le chemin.